tirage au sort de la phase de poule du 6e CHAN Total Cameroun 2020, le journal de 20h a été décalé d'une heure. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. Fini le suspense, la Confédération africaine de foot vient de procéder au tirage au sort de la 6e édition du CHAN Cameroun 2020. La République démocratique du Congo est dans un groupe passable avec la Libye et tenant du titre, le Congo-Brazza et le Niger dans le groupe B. La compétition débutera le 4 avril et prendra fin le 25 du même mois. Nous avons compris les explications du Premier ministre sur les difficultés constatées pour la rétrocession. Déclaration du gouverneur du Lualaba au sortir d'une audience de travail avec le chef du gouvernement. Autre chose, le Premier ministre a instruit quelques membres du gouvernement d'assurer le suivi des accidentés et préparer les funérailles des victimes de l'accident du dimanche sur Bypass. Françoise Boulabouaki, Pompon signé ce reportage. Le bilan de l'accident provoqué par le camion Ben en perte de vitesse le dimanche 16 février 2020 sur Bypass vient de s'alourdir. Une 15e personne est décédée. Bilan annoncé à l'issue de cette réunion d'évaluation convoquée ce lundi 17 février 2020 par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba qui avait dépêché au lieu de l'accident quelques membres de son équipe dont le ministre des Affaires humanitaires Steve Mbikai. Il y a eu jusque-là 15 morts déjà avec une quarantaine de blessés. Et le Premier ministre nous a donné directive, on va faire tout ce qu'on doit faire pour pouvoir d'abord prendre en charge les blessés, mais aussi rapidement procéder à l'inhumation avec dignité de compatriotes qui sont morts dans cet accident. Une autre préoccupation de la vie nationale, les gouverneurs des provinces sont venus expliquer au chef du gouvernement les difficultés constatées dans la rétrocession sur les frais de fonctionnement qui n'arrivent pas et surtout la mise en œuvre rapide de la Caisse nationale de péréquation. Et nous avons eu des réponses claires du Premier ministre. En définitive, nous avons bien terminé. Les solutions viennent progressivement. Les raisons avancées sont tout à fait objectives. Nous nous sommes convenus d'observer. L'engagement a été ferme et nous attendons. Le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayo-Mambeke, le ministre d'État chargé de la décentralisation et réforme institutionnelle Azarias Rouberois et le ministre des Finances Célia Lagouli ont apporté leur contribution chacun dans son domaine de compétences. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, au chevet des accidentés de l'accident du dimanche hospitalisé aux cliniques universitaires, Jean-Tini Ngobila, est allé remettre une enveloppe pour leur prise en charge. Lisette Mujinga, Thomas Bassilo ont signé ce reportage. Plusieurs morts et blessés, dont une partie déjà stabilisée aux cliniques universitaires de Kinshasa. Tel est le bilan provisoire de l'accident survenu le dimanche 16 février 2020 au niveau du triangle au croisement des avenues Bypass et Kimwinza, cette route menant vers l'université de Kinshasa. Aussitôt informé, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, s'est rendu sur place aux cliniques universitaires de Kinshasa pour s'enquérir personnellement de la situation des victimes ainsi que les difficultés auxquelles sont confrontés les médecins pour leur prise en charge. L'autorité urbaine qui accompagnait le ministre provincial des Finances a remis une enveloppe de l'hôtel de ville de Kinshasa à cette formation médicale dont la réputation n'est plus à démontrer. Les services de l'hôpital ont enregistré 62 cas. Jusque-là, il y a eu le bilan provisoire fait état de 14 morts, 48 blessés graves, dont 30 ont déjà été stabilisés, donc ils ont reçu des soins appropriés, donc leur état de santé est stabilisé. Et 14 autres sont encore dans les soins intensifs. Il y en a d'autres aussi qui sont dans les blocs opératoires. Nous faisons confiance à l'équipe de médecins qui s'occupe donc des blessés et nous espérons que la situation va s'améliorer. C'est l'occasion pour nous de présenter des condoléances aux familles éprouvées et c'est l'occasion également pour nous de sensibiliser la population quinoise. Nous leur demandons tout simplement de ne pas rester aux abords des avenues, aux abords de la route et surtout les mamans qui vendent le long
de routes asphaltées ou macadamisées. Ils sont là exposés non seulement aux accidents graves, mais aussi aux maladies psychosomatiques. Notons que ces camions bennes, dont le mécanisme de freinage était défaillant, a tout ramassé sur son passage, véhicule et personnes depuis l'arrêt armé à Mongafula avant de finir sa course dans un bar au niveau du Triangle. Suivez à présent ce communiqué du ministère des Transports et Voies de Communication qui a trait au dernier accident de circulation survenu au Triangle de l'Université de Kinshasa, rond-point Ngaba et Mongafula. Communiqué du gouvernement. Mesdames et messieurs, une fois de plus, notre pays est endeuillé. En effet, le gouvernement de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale qu'un grave accident de circulation a eu lieu ce dimanche 16 février à Kinshasa au niveau de l'arrêt du Triangle à l'intersection de la route dite Bypass et celle menant vers le campus universitaire de Kinshasa. S'agissant des circonstances de l'accident et selon les premiers éléments de l'enquête, un camion de type Ben, dont les freins ont vraisemblablement lâché, a perdu son contrôle, a fini sa course dans ce carrefour avec sa cargaison de pierres et s'est renversé après avoir percuté sur son passage plusieurs véhicules, motos et piétons. Au regard des premières indications fournies par la direction de la protection civile du ministère de l'Intérieur, le bilan provisoire fait état de 15 morts, dont 9 formellement identifiés et transmis à la morgue de l'hôpital de référence de Kinshasa et 6 non identifiés, ainsi que d'une trentaine de blessés, dont 8 graves. Une grande partie de ces victimes ont été transférées aux cliniques universitaires de Kinshasa, tandis que d'autres ont été accueillis dans divers centres de santé de proximité pour des soins appropriés. Aussitôt informé, le président de la République, tout en présentant ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées, en son nom et en celui du peuple congolais tout entier, a instruit le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sauver la vie des rescapés et d'assurer une digne sépulture aux personnes décédées. Ayant reçu ces instructions, le Premier ministre a envoyé sur les lieux le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le ministre de la Santé, le ministre en charge des actions humanitaires, et a annoncé d'ordre du chef de l'État la prise en charge totale par l'État des soins de toutes les victimes, ainsi que celles concernant l'inhumation des personnes décédées. C'est ici l'occasion d'interpeller les différentes autorités compétentes de veiller à ce que ce genre d'accident ne se produise plus, en veillant en particulier au respect des normes en rapport avec le contrôle technique et l'octroi des permis de conduire. Fait à Kinshasa le 16 février 2020. Je vous remercie. Autre chose à présent, la présidente de l'Assemblée nationale séjourne à Beni dans le Nord Kivu. Dans cette partie est du pays, Jeanine Mabunda a visité les sinistrés de Oicha. Elle a par la même occasion rendu un hommage aux FARDC. Comme elle avait promis, la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda Liokomoudiaï, est venue communier avec la population meurtrie et sinistrée de Oicha en territoire de Beni. Accompagnée de plusieurs élus de tous les territoires du Nord Kivu, Jeanine Mabunda Liokomoudiaï s'est adressée à la population pour lui expliquer le sens de la solidarité nationale dont le territoire de Beni est bénéficiaire. Félicitons par la même occasion le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour son implication positive afin de mettre fin à cette insécurité qui persiste. L'honorable Jeanine Mabunda Liokomoudiaï a salué le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba pour son rôle dans la gouvernance. Quand le doigt est blessé,
tout le corps souffre, a-t-elle renchéri en martelant sur le fait que l'unité du Congo est sa force. Elle a également apprécié les députés nationaux du Nord Kivu qui n'ont cessé de revenir du haut de la tribune de l'Assemblée nationale sur la situation difficile que vit cette partie du pays. Au nom de sa délégation, le speaker de la Chambre basse du Parlement a remis une enveloppe pour la réhabilitation de l'école primaire Pakanza. Toujours sensible à la misère sociale, Janine Mabunda Liokomoudiaï a visité une école abritant une vingtaine de ménages déplacés des guerres et en bonne mère de famille, elle a amené quelques présents pour parer au plus pressé, en plus d'une enveloppe pour les besoins élémentaires. Un geste bien apprécié par la population de Oicha qui compte sur ses élus pour un plaidoyer responsable auprès de l'exécutif national. Les assemblées provinciales ont eu du mal à fonctionner. Cela est dû à l'impaiement de 6 mois de ces agents et cadres. Les présidents de ces assemblées sont venus solliciter l'implication du président du Sénat afin de décompter la situation. Dada Chabani. Les présidents des assemblées provinciales du pays, à travers leur porte-parole, l'honorable Sesanga, sollicitent l'implication du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambou Mwamba, pour la paie des 6 mois de leur émolument, les frais de fonctionnement et la rétrocession. Le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambou Mwamba, a rassuré ses hôtes que le Sénat est l'émanation des provinces, c'est pourquoi il a fait du développement des provinces son cheval de bataille. Il compte s'impliquer activement pour que la loi portant libre administration des provinces soit de stricte application. Vous avez pris l'engagement devant les sénateurs, quand le faisait qu'on allait tout faire pour que la caisse de péréquation soit enfin mise en œuvre. Et pour la première fois depuis 2006, la caisse de péréquation est inscrite dans le budget. Je souhaite que nous ayons une réunion. Le ministre du Budget, le ministre des Finances et le bureau du Sénat, pour que nous puissions voir comment trouver un début de réponse. À l'issue de cette réunion, les présidents des assemblées provinciales ont exprimé leur gratitude au président du Sénat qui a répondu favorablement à leurs doléances. Comme il y a beaucoup de nouvelles provinces dans notre pays, nous avons des problèmes techniques, ça veut dire des bureaux où fonctionnent les assemblées provinciales. Si le gouvernement central pouvait nous aider à ce que les assemblées provinciales puissent fonctionner dans des bâtiments qui appartiennent à l'État congolais, même si c'est pour les provinces. Alors, le président du Sénat nous a répondu, il a vraiment donné une oreille attentive à nos doléances. Nous sommes partis avec une ferme province de sa part qui va vraiment s'occuper de notre problème et ça sera connu à haut niveau. Et là, nous voyons déjà un début de solution. Des décisions à l'action, œuvrer pour un avenir sans les dangers de produits chimiques et des déchets en Afrique, thème de la COP3 de Bamako, tenue dernièrement à Kintélé. Les 11 ministres de l'Environnement qui ont participé à ces travaux ont été reçus par le président du Sénat de la République du Congo. Les détails avec Lopez Kakouba. En marge des travaux de la COP3, convention de Bamako, tenue à Brazzaville, les 11 ministres de l'Environnement présents dans la ville verte, dont les ministres de l'Environnement et Développement durable de la République démocratique du Congo, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, ont été reçus au palais de congrès de Brazzaville par le président du Sénat de la République du Congo. Après les salutations chaleureuses et cordiales, les ministres de l'Environnement de la Côte d'Ivoire et porte-parole de la délégation a requis le soutien du président du Sénat congolais, pays assumant désormais la présidence en exercice de la Convention de Bamako pour un mandat de 2 ans. Dans le suivi des recommandations de la COP3, le président du Sénat du Congo a eu de mots justes pour assurer ses hôtes de l'accompagnement sollicité. Le ministre de l'Environnement et Développement durable de la RDC, Claude Nyamugabo Baziboué, est sorti satisfait de cette audience avec l'ambition sacrée d'en faire rapport à sa hiérarchie. Il a par la suite pris part à 21h à la plénière où toutes les recommandations ont été adoptées pour disposer d'un cadre de concertation, mais surtout connaître la hauteur des cotisations par pays parti. Après les discours de la présidente de la COP3, Arlette Soudan, désireuse de voir les pays organisateurs de la COP4 se prononcer, ça n'était donc fini pour Brazzaville et le ministre de l'Environnement et Développement durable de la RDC a eu un entretien avec l'ambassadeur de la RDC accrédité au Congo-Brazza, Christophe Muzungu, avant de regagner Kinshasa, la capitale.
et l'adoption du plan trésorerie du premier trimestre 2020. Il en a été question au cours de la réunion des experts du ministère du Budget et celui des Finances, réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean-Baudouin Maillot. Ce reportage a été signé par Cédric Enina. Les patrons du budget a voulu déjà en ces mois de février connaître les indications en termes des recettes et des dépenses prévues dans la loi des finances en exécution. Il se dégage cependant une faible mobilisation des recettes pour les premiers trimestres de l'année 2020 par rapport aux assignations, ce qui conduit à une révision des prévisions dans le plan de trésorerie sous examen. Les experts du ministère du Budget et des Finances se sont mis donc d'accord pour un réajustement des prévisions de ces premier trimestre compte tenu de la conjoncture économique actuelle. À cet effet, les deux parties ont trouvé un accord sur le principe de présentation du plan de trésorerie au cours de cet exercice budgétaire, c'est-à-dire chaque trimestre et non l'année. Ensuite, les deux parties ont noté que cet outil de gestion et de pilotage de l'exécution de la loi des finances n'est pas figé et n'est pas à confondre avec le budget. Il s'adapte donc à l'évolution du cadre macroéconomique. L'on note par ailleurs qu'un gap a été constaté dans les rémunérations contrairement aux autres assignations au cours de ces 3 premiers mois. Toutes les résolutions retenues au cours de cette séance de travail seront soumises aux autorités pour des décisions encourageantes. Et puis les pays de la SADC veulent avoir une union monétaire commune. Ce matin au ministère des Finances, une délégation de ces pays de la sous-région a eu une séance de travail avec le ministre pour avoir une convergence de vues autour de cette question. Guy Matundu. Vers une monnaie unique dans l'espace SADC, c'est l'objectif que le pays de cette sous-région veut atteindre. L'organisation tente de dégager une identité des vues et un consensus sur le plan économique et financier. Autour du ministre des Finances, Seleya Lagouli, les délégués de son pays ont reconnu que la RDC est respectueuse dans la convergence du cadre macroéconomique. En fait, les chefs d'État de différents pays avaient levé l'option de faire converger la SADC vers une union monétaire à l'horizon, je crois, 2025. Et donc, il était question que tous les pays membres puissent procéder à ce qu'on appelle la convergence de cadre macroéconomique en ce qui concerne le taux d'inflation, le taux de change, le niveau des réserves internationales. Disons, les différents instruments de politique budgétaire et monétaire devaient être plus ou moins dans un couloir identique. Alors, la RDC avait fait un rapport au niveau de la SADC et maintenant le secrétariat général de la SADC est venu évaluer cette convergence pour savoir que la RDC respecte bel et bien les critères de convergence macroéconomique. La stabilité du cadre macroéconomique, c'est devenu une volonté politique en RDC et c'est un consensus, je dis bien politique. L'équipe a reconnu d'ailleurs que la RDC sert de modèle à beaucoup d'autres pays membres au niveau de la SADC. Avec sa taille et une population de 80 millions d'habitants, la RDC offre d'opportunités immenses pour ce marché d'Afrique australe. Les investisseurs américains et indiens expriment la volonté d'installer leur activité dans les zones économiques de la République démocratique du Congo. Ils l'ont dit de vive voix au ministre de l'Industrie, Julien Paluku. C'était au cours d'une séance de travail tenue au ministère de l'Industrie avec les investisseurs. Des précisions dans ce reportage de Betty Amani et d'Éric Kabamba. Américains intéressés par la zone économique spéciale congolaise et le secteur de l'énergie et de l'habitat ainsi que des télécommunications. Les représentants de quelques firmes spécialisées ayant pignon sur rue aux États-Unis et ayant fait preuve de leur expertise dans plusieurs pays africains ont échangé ces jours sur la possibilité d'investir en République démocratique du Congo avec le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaonga. Nous sommes en train de voir quelles sont les potentialités, les possibilités qu'il y a pour faire ce même genre de développement ici en RDC. D'autres investisseurs envisagent de créer un parc technologique aux alentours de zones économiques spéciales en vue de créer un réseau de connectivité de toutes les zones à travers le pays. Vous voyez aujourd'hui si la connectivité traverse le pays. Cette vision, c'est d'abord pour réduire la fracture numérique. Moi, c'est pour créer des emplois et offrir au pays des opportunités d'être
en phase avec la technologie, avec l'industrialisation. Deux Indiens ne sont pas du reste. Ils s'intéressent à la transformation du cacao. Ils s'intéressent à la transformation du cacao et ses dérivés, ainsi qu'à la tannerie de peaux de bêtes de fabrication de chaussures à Beni dans la province du Nord Kivu. Il s'agit de la firme Wall Street Investment Management qui a été conduite auprès du ministre par le député honoraire Paluku Kavula. Les opportunités qu'offre la RDC et son potentiel sont à la base de la mobilisation des investisseurs tant nationaux qu'internationaux qui trouveront ces pays un vrai Eldorado. Construction des logements modernes. Le sujet a été au centre des échanges entre le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mabiulu, avec une délégation des investisseurs américains. Larry Edouard, chef de la délégation, donne des précisions au micro d'Eric Kabamba. Edwards, founder and chairman of the Eon Group of Companies based in Oklahoma. Nous sommes dans le business international en Afrique, ça fait 13 ans, et nous sommes venus ici en RDC pour rencontrer les autorités du pays afin d'investir dans certains domaines critiques du développement de la RDC, notamment dans l'habitat, la production de l'énergie et aussi l'assainissement en termes de transformation des déchets en énergie. Non, exactement, nous allons construire des maisons, d'abord des maisons à loyer modéré, donc des maisons pour les classes moyennes, des maisons sociales et aussi des maisons pour les hautes classes. Et nous allons nous conformer au programme du gouvernement tel qu'il nous l'a été relaté par le ministre tout à l'heure. Et notre intention, ce n'est pas seulement de construire sur la ville de Kinshasa, mais comme nous le faisons en Angola, nous nous déployons dans le pays tout entier et nous construisons des maisons, y compris dans les provinces. Non, le ministre nous a répondu favorablement. Il a surtout exprimé son souci de construire à l'intérieur du pays. Et donc les prochaines étapes, ce sera donc d'avoir des séances de travail avec nos experts et les experts du ministère. Et après, nous mettrons en place les mécanismes pour le rapatriement des fonds et le financement du projet et commencer la construction des maisons. Désormais, les pays africains peuvent s'inspirer du Royaume du Maroc pour booster leur économie. En 20 ans, le Maroc s'est métamorphosé d'une manière exceptionnelle, ce grâce à la vision du roi Mohamed VI, non au potentiel naturel. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de la chaîne publique marocaine. C'est une véritable révolution que celle que vit le Maroc. Son moteur principal, les politiques économiques et sociales que le roi Mohamed VI a initiées depuis son intronisation il y a de cela 20 ans. Le Maroc s'est engagé dans un chantier de modernisation multidimensionnel. Son fil conducteur est l'application progressive de différents projets d'infrastructures afin de croître et asseoir la compétitivité de l'économie marocaine. Parmi les exemples les plus parlants, le complexe portuaire Tangemed, considéré comme un portail stratégique pour accéder au Maroc et à l'Afrique. Sa capacité fut récemment triplée pour dépasser les 9 millions de conteneurs après le lancement du port Tangemed 2, pôle portuaire de référence en Afrique et dans le monde en termes de flux logistiques et de commerce mondial. Le port Tangemed place le Maroc sur la carte maritime internationale puisqu'il lie le royaume à 77 pays et 186 ports. Cet aspect a remonté le Maroc de la 83e à la 17e place du classement onusien de commerce et de développement. L'approche multidimensionnelle adoptée par le Maroc dans l'infrastructure se manifeste dans le transport, notamment grâce au renforcement et modernisation des chemins de fer. La ligne à grande vitesse Al-Borakh, inaugurée par le roi Mohamed VI le 15 novembre 2018, est la première étape du plan d'administration pour le développement des chemins de fer selon des normes internationales. L'objectif de ce plan est de répondre aux besoins de mobilité croissants au royaume. Les réseaux routiers et autoroutiers ne sont pas en reste. Le Maroc comprend à ce jour 1800 km d'autoroutes et de voies rapides répondant aux normes internationales. L'ouest et l'est du royaume sont ainsi reliés, tout comme ses extrémités nord et sud, outre le réaménagement des différentes routes nationales. Le transport aérien a connu pour sa part le développement de plusieurs aéroports. En 2019, le projet d'agrandissement et de réaménagement du terminal 1 de l'aéroport Mohamed V de Casablanca a été inauguré. Un centre de contrôle de la navigation aérienne a été lancé à Agadir, tout comme les nouvelles stations aériennes dans les aéroports de Guelmim, Zagora et Erash. Revenons à Kinshasa où le ministre d'État, ministre de la Santé publique, a échangé avec une délégation des syndicats des médecins autour de la prime de risque des professionnels de la blouse blanche. Regardez.
Qu'en est-il exactement de la prime de risque? C'est la principale problématique de cette manifestation de la délégation du syndicat national des professionnels licenciés, maîtrise et docteurs à thèse en sciences de santé. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, s'est montré très attentif aux raisons évoquées par le manifestant. Il se veut aussi rassurant pour aboutir à un terrain d'entente. On veut réfléchir profondément par rapport à toutes vos revendications. Donc avant la fin de ce mois, on trouve de l'argent. On organise un atelier et on parle de tous vos problèmes et on va signer comme on a fait avec le médecin. Un peu plus tôt, le ministre de la Santé a échangé avec le Comité national de coordination des maladies sur la situation épidémiologique générale sur l'ensemble du territoire national. Un accent particulier a été mis sur l'épidémie à coronavirus. Aucun cas n'a été signalé jusque-là. Le choléra, la rougeole, Ebola et la poliomyélite de souche vaccinale figurent au nombre d'autres épidémies épinglées. Quelques cas de choléra sont confirmés en Bujimaï. L'épidémie demeure encore non maîtrisée dans ces zones endémiques. Sur ce, des résolutions concrètes ont été prises par le ministre Eteni Longondo afin d'apporter des réponses dans chaque cas pour éradiquer durablement cette épidémie. Toujours en santé, sur un autre chapitre, c'est le vice-ministre Albert Mpeti-Biyombo qui a présidé la réunion de la Troïka avec le service d'assiette, le programme national de l'hygiène aux frontières et la direction du programme de pharmacie. Il était question de voir comment entamer la mobilisation conséquente des ressources propres au ministère afin d'éviter la dépendance sur le partenaire. Des mécanismes sont ainsi mis en place pour atteindre les assignations déjà de ce mois de février afin d'améliorer nettement la réglementation sur le plan interne dans le but de mieux mobiliser les recettes publiques. Un coup d'accélérateur dans l'opération Kinbopeto. Le gouverneur de la ville de Kinshasa vient de remettre la somme due à la rétrocession au bourgmestre. Une partie de ce montant sera remis au chef des quartiers pour la continuité des travaux d'assainissement. Lisette Mujinga, Thomas Bassiloa. C'est pour donner officiellement au bourgmestre la rétrocession et renouveler ses instructions en matière de salubrité que le gouverneur de la ville-province Kinshasa a réuni les autorités municipales et les chefs des quartiers de la capitale. Ce paiement est le troisième depuis l'élection de Jantiningo Bilambaka à la tête de la ville de Kinshasa. Les communes doivent aussi rétrocéder quelque chose aux chefs des quartiers. Jantiningo Bilambaka espère dans un premier temps limiter la consommation des sachets pour la réussite de l'opération Kinshasa-Bopeto avant les grandes mesures qui impliqueraient aussi les autres instances du pays. Concernant la salubrité, le gouverneur a encouragé les bourgmestres qui l'ont agréablement surpris ces derniers temps par leur initiative à continuer sur la même lancée. L'implication de tous les Kinois étant un pas vers la réussite de ces vastes programmes Kinshasa-Bopeto qui visent les changements des mentalités. Le procès Kamuna Sampou, branche de Kinshasa, se poursuit à la prison militaire de Ndolo. L'audience dernière a été focalisée sur la plaidoirie du collectif de la défense. Maître Kabengele a demandé à la cour d'acquitter tous les prévenus. Marie Kalong a signé ce reportage. Cette audience de la cour militaire de Kinshasa-Gombe qui juge au degré d'appel les 36 prévenus du mouvement terroriste Kamuna Sampou, branche de Kinshasa, est à la 35e audience. Elle a été consacrée essentiellement au début des plaidoiries de la défense. Cette dernière, par le biais de Maître Kabengela Ilunga, doyen du collectif des avocats des prévenus, a focalisé son speech sur le mouvement insurrectionnel reproché à ses clients par l'organe poursuivant. Dans les 3 moyens dirigés contre l'arrêt avant dire droit, la partie défense a évoqué l'incompétence et la saisine irrégulière du premier juge, le procès verbal de l'ANER qui, selon elle, comporte les aveux obtenus sous torture. Aussi, les procès-verbaux du ministère public de l'auditorat militaire supérieur qui ne comportent pas les numéros RMP, a soutenu ce praticien du droit. Plaidant non coupables leurs clients, les avocats de la défense ont demandé à la Cour d'annuler purement et simplement le jugement du tribunal militaire de garnison du même ressort et d'acquitter les prévenus. En conséquence, elle annulera le jugement définitif dans toutes ses dispositions sans évocation, ordonnera la main levée de la détention de tous les prévenus. Maître
mettra le frais d'instance à charge du trésor public. La poursuite de la plaidoirie de la défense est prévue à l'audience du lundi 17 février 2020. Démarrage ce week-end de la 18e édition du tournoi interscolaire des jeux d'échecs et tennis. La cérémonie a été lancée par le DG du Centre d'intelligence stratégique et des relations internationales au cercle sportif Bobo Koli de Delvaux. Un commentaire de Serge Mata sur les images de Tony Djouma. Lors de cette compétition interscolaire, quelques candidats se sont affrontés dans une ambiance joyeuse et passionnée. Il était question pour les joueurs de tenter de résoudre les grilles de Sudoku, des duels et autres parties des jeux de Go, des 6, des dames, des Scrabble ainsi que des Scatego. Présent, le directeur général du Centre d'intelligence stratégique et des relations internationales a saisi cette opportunité pour expliquer aux nouveaux apprenants les principes de base de tous ces jeux de société. Pour la première fois, à la grande satisfaction de tous les joueurs et entraîneurs du club d'échecs Ubuntu Chess, le professeur Henri Movasakani a fait une partie d'échecs avec une joueuse de 10 ans, Marjorie Ngoma, une fille très talentueuse qui fait déjà des prouesses au jeu d'échecs, a reconnu le directeur général du Centre d'intelligence stratégique et des relations internationales, qui a promis par ailleurs de continuer à l'encadrer. Un peu plus tôt, d'autres jeunes talents ont renforcé leur engagement dans le tennis à travers une séance d'échauffement, des jeux de jambes, les coups droits et les réveils ainsi que l'échange de balles avec le coach. Les jeunes joueurs de la province du Haut-Katanga, sous la coordination de leur mère, Lauriane Mwewa, ont échangé dans un climat convivial des idées et connaissances à travers les jeux de stratégie. Un problème d'échec, rappelons-le, s'aborde comme un problème de mathématiques. Terminons ce journal avec la clôture de la 7e édition du festival Amani à Goma, dans le Nord Kivu. C'est le ministre de la Culture et Arts qui a présidé cette cérémonie marquant la fin des activités culturelles. Séverine Katanda. La 7e édition du festival Amani a vécu à Goma dans la province du Nord Kivu. Placé sous le signe de la pérennisation des efforts de la paix dans cette partie du territoire national, le ministre de la Culture et Arts, Jean-Marie Lukunji Kikuni, qui avait solennellement levé les rideaux de ses assises, l'a également fermé en présence de plusieurs autorités du pays. Justin Pascal Rukungwa, directeur de son cabinet, a circonscrit les contextes de ces assises pour éclairer la lanterne de tous. Cette édition s'inscrit évidemment sous le signe de la paix. Et cette édition ne sort pas du contexte de la province du Nord Kivu dans laquelle il y a de violences et de tueries. Cette édition pour nous est une occasion de visibilité de cette province du Nord Kivu qui a besoin de l'affection, de l'action et du soutien du monde entier. Jean-Marie Lukunji a visité quelques stands pour encourager, motiver les entrepreneurs qui exercent dans cette province meurtrie en vue du développement de la population. La participation du ministre de la Culture et Arts dans ce festival est une preuve éloquente du gouvernement central qui a marqué son accord de pérenniser les efforts de la paix dans l'est du pays. C'est ici que se ferme totalement ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe technique. L'info reviendra à minuit avec Jojo Dibou. Retrouvez ce journal sur notre site web www.rtnc.cd. Au revoir.